cruel, c'était de les retrouver dans une maison qui n'admet pas les conflits, mais qui voudrait être la villa des grandes amitiés. Je pense à la rue d'Ulm. Pourquoi la villa des grandes amitiés est devenue la maison de la discorde? Ça, c'est quelque chose dont je ne me remettrai jamais. J'ai payé le prix de ma fidélité à l'institution et à la vérité, de voir précisément passer outre des relations qui pourtant m'obligeaient. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai perdu encore un de mes frères d'armes, un très bon condisciple, Emmanuel Leroy-Ladurie, décédé le 28 novembre, je crois. Emmanuel avait été ce qu'on appelle mon coturne, c'est-à-dire que nous avions partagé la même turne. C'était un garçon tout à fait délicat, tout à fait admirable, mais qui était passé par une très grande crise durant laquelle je l'avais en quelque sorte porté à bout de bras. Il avait voulu se dédouaner des engagements politiques de son père, qui fut ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Vichy, en adhérant, dès son entrée à l'école, au Parti communiste. Alors là, je puis vous dire que le Parti communiste a voulu lui faire expier son attitude. Beaucoup plus que l'attitude de son père, car il s'était couché. À ce moment-là, on ne l'épargnerait pas. Ils ont été obscènes dans le bizutage qu'ils ont imposé à Emmanuel. J'en suis témoin. Épouvantable. Et il a fallu des années pour que Emmanuel puisse remonter la porte. Il a perdu un de ses frères à ce moment-là, ce qui n'a rien arrangé. Et il y a eu là un psychodrame qui a duré des mois et des mois. J'en étais le confident, et je dois dire que j'ai toujours conservé mon amitié, voire même ma fraternelle affection pour Emmanuel. Mais d'Emmanuel, disons un trait pittoresque et amusant. Il a écrit un livre intitulé Le Carnaval de Romans, qui rapporte une crise dauphinoise, Romans et de la Drôme, qui se serait déroulée au XVe siècle et qui aurait donné lieu à des échauffourées et même à mort d'homme. Or, le hasard des choses a voulu que
le héros du carnaval de roman fut mon propre quadrisailleul, qui était tout simplement consul de la ville de Romans, c'est-à-dire ceux qui, avant les maires et les conseillers municipaux, géraient une municipalité. Et à ce titre, il avait vécu des moments difficiles lors d'une crise agraire qui rendait les consuls urbains comptables non seulement de la sécurité publique, mais de l'alimentation de la cité. Alors je ne vais pas vous raconter le carnaval de Romans. Toujours est-il que mon bon Emmanuel a fait un livre très brillant où il a évidemment défendu le pauvre contre le riche et couvert de tous les péchés du monde les détenteurs de l'autorité royale, c'est-à-dire les consuls. Et quand je lus son livre, je fus un peu dépité, un peu fâché. Et ce que j'avais obtenu de lui, c'est qu'un jour, ensemble, si on en avait le temps, on réécrirait tous deux le livre, lui avec ce qu'il avait découvert ou cru découvrir, et moi avec mes archives familiales. Depuis la semaine dernière, hélas, je sais que je ne réécrirai pas le carnaval de Romans, ni ne participerai à cette relecture d'un livre qui reste haut en couleur et intéressant à lire, d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Alors, pour en revenir à l'école, je vous disais que le plus triste, c'est pas les bleus qu'on a reçus parce que les manches de pioche commandés par M. Mélenchon étaient quand même noueux et solides et qu'ils perdurent. Mais c'est parce que il y a des solidarités normaliennes qui ne peuvent s'effacer. Et quand je pense à ces solidarités, je pense à d'autres normaliens et qui n'avaient pas la naïveté et la candeur d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Je pense précisément à Deleuze, à Foucault, à Derrida et à Bourdieu. Qu'est-ce qu'ils représentent à mes yeux? Oh, c'était au demeurant des condisciples. Et au sein de l'école, on ne se fait pas de cadeaux. On ne s'en laisse pas imposer parce que tel de nos condisciples a remporté la possibilité d'écrire un article dans Le Monde. C'est pas ça qui va nous faire perdre le nord. Toujours est-il que certains essayèrent d'élargir le terrain conquis. Et je pense précisément à Bourdieu, qui m'avait précédé comme professeur de terminale au lycée Banville-de-Moulins, très curieusement, et que j'avais remplacé en 1956, Bourdieu. Alors, il s'est rendu célèbre par un livre qu'il a appelé Les Héritiers. Les Héritiers, c'est un livre absolument passionnant, dans lequel il considère que la pire des choses,
c'est de se poser en héritier en charge d'un dépôt à transmettre. Avoir un dépôt à transmettre et s'ingénier à le transmettre. Bourdieu considérait que c'était aliéné sans le lisoire que de prétendre lui transmettre un dépôt hérité. L'héritage serait aliénant pour lui. Et alors, j'ai essayé de convaincre Bourdieu. C'est un bon type. Et je lui fis découvrir que son horreur de l'héritage, c'était un problème familial qu'il n'avait toujours pas résolu. Il refuse l'héritage. Bon, je lui dis, écoute, Pierre, tu peux bien refuser l'héritage si tu veux, mais ne prétends pas faire de cette dénégation une loi universelle. Car en effet, pourquoi refuses-tu l'héritage? J'étais allé chez Bourdieu dans ses Pyrénées-Atlantiques pour y trouver l'origine de cette affaire. En fait, d'héritage, Bourdieu avait transmis une tradition, celle d'un isolat. Isolat, puisque au sein de cette communauté, les mariages s'effectuaient selon une très stricte consanguinité. On ne pouvait pas se marier en dehors de l'isolat. Toutes les relations commerciales étaient fondées sur cet isolat. Et cette pratique pyrénéenne était si forte que, en dehors de cet isolat, on n'avait pas possibilité d'expression. Alors, je lui disais, qu'est-ce que tu refuses dans l'héritage? Tu refuses ce que un romancier britannique, Nathaniel Hawthorne, a appelé la lettre écarlate. Vous fûtes, il y a 400 ou 500 ans, dans les Pyrénées-Atlantiques, exilés dans vos montagnes, pour une faute dont on ne sait plus quelle elle fut. Et même si elle a existé. Et c'est au nom de cet ostracisme, de ce rejet, de cette condamnation, que tu voudrais qu'aujourd'hui on refuse l'héritage comme la part maudite de notre destinée. Et le brave Bourdieu n'était pas insensible à mon argumentation. Il admettait, si bien que je suis toujours resté en bonne amitié avec lui. J'aurais voulu remonter dans sa montagne d'origine, l'y accompagner et lui révéler qui furent ses aïeux, qui furent ses ancêtres, et ce que représente cette sorte de péché d'origine qui marquait tous les hommes et toutes les femmes de ce petit bourg maudit des Hautes-Pyrénées. Mais j'en ai pas eu l'occasion et Bourdieu a disparu avant que l'on ait pu faire ensemble ce voyage. Les autres cavaliers d'Apocalypse, Deleuze était un homme très distingué, hyper brillant, qui a été victime de sa virtuosité, à mon avis. Il avait presque trop de talent.
Et il avait tellement de talent qu'on ne peut pas lui en vouloir de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit. Je dois dire que j'ai toujours été en bonne camaraderie avec lui. Mais il ne se posait pas en déconstructeur systématique. Il faisait de la déconstruction une sorte de procédé qui fécondait pour lui la vie de l'esprit. Les véritables déconstructeurs, ce furent le grand Michel Foucault et le Nabot Derrida. Qu'est-ce que je veux dire par là? Foucault, c'est un homme pour lequel on ne peut avoir qu'une immense pitié. Il avait l'honnêteté de vouloir discuter du fond des choses avec moi, en raison même de mes prises de position. J'étais contre 68, eh bien je devrais l'assumer devant lui, et c'est ainsi que il me donnait rendez-vous chaque semaine pour qu'on fasse le point sur nos enseignements. J'étais prof de Cagne à Clermont-Ferrand, lui était maître de conférence à l'université de Clermont-Ferrand. On était donc très proches géographiquement, et ce qu'il voulait, c'est me convaincre de ce qui l'obsédait, à savoir cette dénégation du rapport au père. Car il n'y a jamais eu rien d'autre chez Michel Foucault dans son négationnisme que le refus du père. Chaque semaine, avec quelques autres, dont Michel Serres, qui nous a quittés et qui nous avait beaucoup apporté, on se retrouvait à la brasserie de la gare de Clermont-Ferrand pour faire le point de nos découvertes. Et il y avait un rite, c'est-à-dire un propos quasi obligatoire auquel on ne manquait jamais. C'était la déclaration finale de l'entretien que nous donnait Michel Foucault. Intelligence éblouissante, cœur meurtri, âme blessée. Il concluait l'entretien en disant, chaque fois imperturbablement, nous sommes vraiment de bons amis, mais je tiens à vous le dire tous, mon petit Magnard, au fait que tu honores ton père naturel, tu t'es ajouté un père dans les cieux. Tu ne comprends pas que c'est cela que jamais je ne pourrai supporter. Alors je lui répondais, mais enfin, tu ne veux pas transformer la vie de l'université entière et de tous tes étudiants en un psychodrame autour de la notion de filiation. Et pourtant, c'est ce qu'il faisait. Et c'est ce qu'il voulait que l'on fît. C'est-à-dire que nous avons parlé de cette
célébration qu'avait été mai 68 de l'abolition de toutes les règles, eh bien, il y ajoutait, comme une sorte de sommet ou de consécration, la dénégation de toute paternité. Il n'est rien de plus horrible, disait-il, que d'avoir un père ou d'avoir eu un père. Alors vous pensez si je me suis employé à essayer de retrouver qui avait été dans la ville de Poitiers ce père abusif. Toute l'enquête que je pus mener me prouva qu'il avait été, car il était décédé au moment de mon enquête, un médecin généraliste d'un très grand dévouement, d'une extrême patience, qui s'était imposé de tout supporter en raison même de la névrose de son fils. Alors, vous voyez, si on fait le bilan, les déconstructeurs, ça se ramène à quoi? Ça se ramène à un certain nombre de névroses maltraitées, celle de Bourdieu, celle de Foucault, et côté Derrida, un seul mot. Quand, faisant le bilan de ce qu'avait été notre séjour clermontois avec mon ami Michel Serres, je lui dis, trouve-moi un mot qui caractérise Derrida. Il le prit dans un de mes écrits, c'est toi-même qui le jugeras, c'est l'homme du ressentiment.